Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, épisode exceptionnel, c'est notre premier épisode qu'on tourne en présentiel. Et on ne sera pas un mais deux intervieweurs. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël, donc de Vision Climat. Salut Raphaël. Salut. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de pouvoir t'accompagner aujourd'hui et de pouvoir interviewer Dominique. Ouais, donc toi, t'es le créateur de Vision Climat, donc le média sur Instagram, si tu veux présenter un peu ce que tu fais. Bah, sur Instagram, donc j'ai créé il y a quelques mois un média qui s'appelle Vision Climat, qui est destiné, lui, à un petit peu présenter l'actualité climatique sous forme de posts. Je fais aussi quelques vidéos, quelques entretiens. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques temps avec Antoine et on a décidé de tester un nouveau concept chez. Ouais. Donc aujourd'hui en présentiel, donc dans les locaux de L214 avec Dominique Hofbauer, donc chargé d'éducation pour L214. Salut Dominique. Ouais, bonjour. Bonjour, enchanté et merci d'avoir accepté l'invitation. Non, merci beaucoup à vous et bienvenue dans notre canapé. Merci, dans ces beaux locaux de L214. En tout cas, pour rappeler un peu aux nouveaux auditeurs, Salade Verte, c'est un podcast en 3 parties. Entrée, plat, dessert, donc on va revenir plutôt sur ton parcours en entrée. En plat, on va parler aussi des conditions d'élevage des animaux, les conditions d'abattage, on va parler un peu de la condition animale en général. Et en dessert, on va plutôt revenir sur les questions un peu plus personnelles, un peu plus philosophiques, avec des références documentaires, etc. Est-ce que c'est OK ? Oui, alors surtout, un plat de résistance avec viande. On va parler beaucoup de viande, malheureusement. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Si tu veux bien peut-être te présenter, peut-être en premier lieu, nous dire un peu ton parcours, comment t'es venu à devenir chargé d'éducation chez L214. Oui, volontiers. Je suis chargé d'éducation pour L214 depuis 2017. C'est un métier que je faisais avant, en fait, pour d'autres associations. J'ai travaillé 7 ans et demi en Belgique dans une autre association de défense des animaux qui s'appelle l'association Gaïa. Okay. Et puis auparavant, j'étais aussi en France en tant qu'éducateur en éthique animale dans une association assez connue pour les gens qui s'intéressent aux questions de bien-être animal en élevage qui s'appelle Wellfarm. Ok. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que du coup, tu peux en profiter pour nous expliquer un peu ce que c'est L214 ? Quels sont les objectifs de l'association, vu qu'on va parler de ça aujourd'hui ? Ouais. L214, c'est peut-être un nom un peu mystérieux. Déjà, comme nom d'assaut, on se demande qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un colorant alimentaire, une marque de sous-marin ou quoi ? Et en fait, c'est le nom le nom de l'association vient d'un article de loi. Donc, c'est l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime. C'est un article qui est assez ancien, qui date de 1976 et qui reconnaît dans le droit français pour la première fois, et peut-être pour la première fois dans le monde, parce qu'on n'a pas trouvé d'exemple précédent. Donc, il reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. Ce que dit l'article exactement, c'est « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » D'accord, ok. Donc c'est une manière un peu compliquée de dire que quand on est responsable d'un animal, on doit lui garantir des conditions de vie qui correspondent à ses besoins élémentaires. C'est un peu ça l'idée. Et on a choisi ce nom à la fois parce que il y a cette notion qui est vraiment centrale en éthique animale de la sensibilité des animaux, c'est-à-dire le fait que les animaux comme nous ressentent ce qui leur arrive, qui ne sont pas seulement les sujets de leur propre vie, mais qui sont aussi les sujets de leurs sensations, qui peuvent être diverses, variées, qui peuvent être agréables, qui peuvent être désagréables, et notamment ils ressentent la douleur. Et donc le droit indique depuis 50 ans que c'est cette capacité des animaux à ressentir la douleur qui engage notre responsabilité dans les différentes relations que nous avons avec eux. Ok. Et ça a été quoi ton déclic ? C'était une lecture, un film, un documentaire sur la condition animale ? Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ces sujets-là ? Alors là, ça peut être une histoire longue, mais disons que je m'intéresse à ces histoires depuis que j'ai 16-17 ans à peu près. En français, au collège, on avait étudié un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes. C'est un auteur anglais des années 30, Aldous Huxley. C'est un livre de science-fiction qui se passe dans un futur
où les gens sont complètement conditionnés dès la naissance pour un futur rôle dans la société. Par exemple, si vous allez être éboueur ou politicien, ben, vous allez avoir une éducation différente dès l'enfance et vous allez être conditionné pour aimer votre job. Et donc, de là, s'est engagée toute une réflexion sur le conditionnement. Et où je me suis demandé à quel point est-ce que nous, on est à quel point est-ce que nous, on est libre, en fait, et est-ce qu'on n'est pas conditionné par tout un tas de choses, le contexte dans lequel on vit. Si j'étais né à l'époque des Romains ou chez les Vikings, ben, peut-être j'aurais pas les mêmes valeurs, j'aurais pas les mêmes croyances, j'aurais pas les mêmes habitudes alimentaires, vestimentaires. Et donc ça a été un questionnement sur qu'est-ce que j'avais acquis moi par acculturation familiale, sociale, par mimétisme, et qu'est-ce qui venait réellement de moi. Et puis à un moment, la question des animaux est venue, et la question des animaux dans l'assiette aussi est venue. Tiens, mais oui, tiens, en fait, on mange des animaux morts et tout. Oh, wow, j'avais jamais pensé à ça. Comment ça se passe? Pourquoi? Est-ce que vraiment on n'a pas le choix? Enfin, parce que ça coûte quand même cher en vie animale, en souffrance animale. Donc, j'imaginais que on devait avoir vraiment de très bonnes raisons impérieuses. Et puis, j'ai découvert qu'il y a des gens qui s'étaient sortis de ce système, en fait, qui avaient choisi de manger autrement et qui avaient l'air en forme. Et voilà, donc ça a été un peu le point de départ. Donc ça, mais bon, voilà, ça c'était il y a longtemps. Et en fait, pour la petite histoire, je fais partie du petit groupe de gens qui ont créé l'association, qui sont les cofondateurs de l'association L214. Donc ça, c'était en 2008. Et on était un tout petit groupe de gens qui étaient issus d'une sorte de collectif qui s'appelait Stop Gavage et qui était orienté sur la question du foie gras, du gavage des animaux pour le foie gras. Et on avait travaillé exactement comme L214 travaille maintenant, avec des enquêtes dans des élevages, dans les abattoirs de canards, dans le sud-ouest. Et ensuite, ce collectif Stop Gavage s'est élargi pour s'intéresser à toutes les filières en fait de production animale, et parce qu'on est centré justement sur cette question des animaux qui sont utilisés pour la consommation. Mais en fait, c'était quoi votre but quand vous avez créé L214? C'était de parler au public ou de faire arrêter, de faire changer les choses? On était parti d'un constat qui était qu'il y avait peut-être assez peu d'associations qui s'intéressaient à cette question, la situation des animaux en élevage et la question des abattoirs. Peut-être que ces animaux-là sont des animaux qui sont un peu les oubliés de la protection animale traditionnelle, où il y a des problèmes qui sont bien identifiés, comme la question des abandons, par exemple, le sort des animaux de compagnie, les chats et les chiens. Nous, en France, on abandonne à peu près 100 000 chats et chiens chaque année. Et les gens sont très sensibles à cette cause. Il y a des associations très identifiées, la SPA, la Fondation 30 millions d'amis, etc. Sur les espèces menacées, peut-être aussi avec le WWF, les éléphants, les baleines, les orang-outans, enfin voilà, tous ces enjeux-là. Mais sur la question des animaux d'élevage, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup à faire, pas forcément partir de zéro, mais quand même, qu'il y avait vraiment beaucoup à faire pour attirer l'attention sur le sort de ces animaux. Et pas parce qu'on avait une tendresse particulière pour ces animaux-là plus que pour d'autres, mais parce que c'est des animaux qui sont utilisés en si grand nombre. Je vous ai parlé de 100 000 chats et chiens abandonnés. Je vous donne le chiffre pour les animaux d'élevage, c'est 3 millions. Ah oui. D'animaux tués par an. Non, par jour. Par jour? 3 millions? Ouais. Voilà. Mondialement? Non, en France. Ah oui. Ah putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est 3,5 millions Ouais, en une journée d'animaux terrestres. Si on va sur l'année, pour comparer avec les chats et chiens, donc 100 000 d'un côté, on est à plus d'1 milliard. Si on va sur la planète entière, on est à 80 milliards d'animaux terrestres. Si on ajoute les poissons, on est entre 1600 et 2000 milliards d'animaux tués chaque année. Et donc notre calcul, c'était c'était ambitieux, mais c'était de penser que si on arrive à améliorer la situation pour ces animaux, leurs conditions d'élevage, d'abattage, de transport, ils sont tellement nombreux que du coup, là, on aurait un levier intéressant pour soulager beaucoup de souffrances animales d'un coup. Ouais. Voilà, c'était ça un peu la logique. Et comment vous réagissez quand on dit que, on va en reparler après, mais vous infiltrez des abattoirs, des choses comme ça? Non. Enfin, pas vous. Voilà, pas nous. Enfin, Ouais. même les images, comment vous faites pour les avoir? Alors, ouais, très bonne question. C'était une question d'après, mais Ouais. comment, enfin, vous faites surtout, enfin, vous êtes connu aussi pour ça, pour filmer les conditions
Pour diffuser, voilà, exactement, pour diffuser des vidéos. Là, Ok. je pense que si on demande à la personne dans la rue si elle connaît L214, elle dit ah ouais, les vidéos Ouais. d'abattoirs Ouais, et bah tout. oui. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est bien connu. Et on travaille pour ça avec ce qu'on appelle nous des lanceurs d'alerte, Ok. c'est-à-dire des gens qui, dans la plupart des cas, en fait, travaillent ou ont travaillé D'accord. dans les élevages intensifs, dans les abattoirs, ou qui ont accès pour une raison ou une autre, parce qu'ils viennent, je sais pas, moi, ils viennent changer faire une maintenance électrique Ok. d'un truc, et qui constatent des choses qui leur paraissent pas normales, qui nous contactent. Mhm. Ensuite, nous, on entre en contact avec eux, on vérifie si le cas est sérieux, parce que Mhm. des fois, c'est pas sérieux. Ouais. Et puis ensuite, on essaye de creuser, on voit si la personne elle est prête à obtenir des images, parce que ça, c'est vraiment très important pour nous, les images, parce que c'est ça en fait qui nous sert de preuve, et c'est ça qui nous permet à la fois d'inventorier les infractions avec notre service juridique, et puis d'aller en justice avec des preuves sur les infractions. D'accord. Donc, ce sont des gens qui nous transmettent ces images. Nous, en échange, on leur garantit un anonymat. Et donc, tout ce département enquête, vidéo d'abattoir, etc., fonctionne de cette manière-là. Il arrive parfois que certains lanceurs d'alerte prennent la parole publiquement et tombent le masque et nous accompagnent sur des enquêtes. C'est arrivé plusieurs fois. Il y avait notamment un employé de l'abattoir de Limoges Mhm. qui avait filmé l'abattage des vaches gestantes, c'est-à-dire des vaches qui étaient T'es enceinte. qui étaient porteuses d'un veau, et lui il était au bout de l'espèce de caniveau en fait où on jetait les fœtus de veau, et il les récupérait comme ça, et donc on l'a équipé avec une caméra, il a filmé ça, et suite à ça il a quitté le job et il est venu avec nous dans les médias et il a même écrit un livre. Donc c'est un garçon courageux. Il s'appelle Mauricio Garcia, et son livre s'appelle Ma vie toute crue. Mais voilà, mais lui c'est typiquement le genre de profil avec lesquels on travaille et qui nous fournissent les images. D'accord. Ok. Dans les membres de L214, en fait, finalement, vous n'avez pas vraiment d'action de terrain, c'est plus de l'accompagnement, Ouais, de la gestion, en fait, des oui. points. Ouais. Ce qu'on peut faire nous comme terrain, c'est plutôt les rencontres avec les entreprises, avec les acteurs de l'agroalimentaire. On fait de l'accompagnement. On travaille aussi. On a tout un réseau de bénévoles Ok. qu'on appelle chez nous le réseau, REZO, et on a 2000 bénévoles qui sont répartis dans une 50aine d'antennes en France. Et peut-être qu'on parlera tout à l'heure de comment on essaye de faire changer les choses en s'adressant à des acteurs de l'agroalimentaire qui sont en mesure en fait de transmettre des exigences ou des demandes à toute leur chaîne de production pour rehausser les niveaux standards, soit de densité des animaux, enfin les conditions d'élevage des animaux. Là, depuis plusieurs années, on travaille sur une charte qui s'appelle l'ECC, European Chicken Commitment, qui concerne donc l'élevage des poulets. Mhm. Et on essaye de faire en sorte que des marques s'engagent sur cette charte qui prévoit des conditions un peu meilleures, disons un peu moins dramatiques Ouais, bah oui. que dans l'élevage industriel, où vous savez peut-être qu'on a 22 poulets par mètre carré à peu près. Donc là, nous, on passe à 15. Alors, c'est même pas du bio, hein, les animaux vont pas au plein air. Mais quand on passe de 22 à 15, pour ces 15 poulets, c'est quand même pas mal. Et si on multiplie par 800 millions, puisqu'on élève 800 et on abat 800 millions de poulets chaque année en France, donc ces petits centimètres carrés en plus, multipliés par 800 millions, ça commence à devenir intéressant. Et pourquoi 15 et pas 10 par exemple, je sais pas, c'est on coupe la poire en deux. Ouais, c'est pour essayer faut que ça soit quand même faut qu'on obtienne des résultats. Oui, c'est ça. Donc Si on voilà, demande trop, si on est trop exigeant, ouais. Ok. Et donc on a tout un tas de chaînes de supermarchés qui sont engagées sur cette charte. Ok. Système U, Carrefour, Mm. Intermarché, Ok. Lidl. Et donc et parfois il faut négocier assez longtemps pour obtenir des engagements. Et c'est là qu'on a des actions de terrain avec nos groupes locaux qui font des actions de rue. Par exemple, une marque avec laquelle on a mis beaucoup de temps à avoir des rendez-vous et des engagements, c'est Burger King.
Ouais. Mais maintenant ils sont engagés sur cette charte, mais ça a été un peu long et donc il a fallu qu'on attire leur attention par différentes manières et on s'est installé dans une terrasse une véranda de Burger King à Châtelet-Léal avec des militants déguisés en poulet. On était 200 pour aller remplir le magasin complètement plein à craquer pour montrer en fait voilà, pour imager. Et donc du coup là évidemment on invite la presse, on invite du personnel politique et on essaye de faire un buzz médiatique avec ça dans le cadre d'une négociation qu'on est en train d'avoir avec une entreprise quoi. Ouais. Si vous le voulez bien, on va peut-être passer directement au plat, comme ça on rentre directement dans... Oui, j'ai l'impression qu'on est déjà... ouais. L'entrée va durer longtemps, mais... Première question peut-être pour le plat que j'aurais pu poser en entrée aussi, on considère souvent que vous êtes des gens radicaux, vous êtes considérés comme radicaux. Comment tu réagis un peu à ces critiques je pense qu'on est radicaux d'une certaine manière dans le fait qu'on aborde un sujet qui est une sorte de tabou, je pense, qui est et qui est peut-être plus difficile à aborder comme un thème de protection animale que d'autres, dans la mesure où, d'une certaine manière, il y a une sorte de responsabilité qui est un peu diffuse, qui est un peu générale. C'est plus facile de condamner, par exemple, je sais pas, des spectacles comme la corrida quand on habite dans le Nord, ou de s'engager pour les espèces menacées, alors qu'on n'est pas soi-même, par exemple, la cause de ce qui fait disparaître les espèces. Alors que là, sur les questions alimentaires, en fait, on est tous plus ou moins partie prenante. Il y a un système qui est vraiment bien organisé. Il y a un environnement alimentaire qui est extrêmement incarné et dans lequel on baigne tous. Donc il y a tout un soin, je pense, à apporter à la manière justement dont on communique là-dedans, là-dessus. Et ce qu'on essaye de faire, je sais pas si on y arrive, peut-être on y arrivera très bien, mais on essaye de pointer comme on dit souvent, on cherche pas des coupables, en fait, on cherche des solutions. On a affaire à des gens qui, quand on diffuse des images d'enquête en abattoir, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les cas particuliers, c'est vraiment les infractions qui sont systémiques, c'est-à-dire qu'on peut pas imputer à une personne, parce qu'on ne cherche pas à désigner quelqu'un, on cherche à mettre en lumière les incohérences de tout un système. Et donc on floute toujours les personnels, on cite jamais les personnes. Et puis aussi, on a affaire à des gens qui souvent sont dans des conditions qui sont, les conditions de travail qui sont extrêmement dures, qui sont dans des conditions sociales qui sont souvent très misérables. Enfin, il y a peu de gens qui travaillent en abattoir qui rêvaient de faire ça quand ils étaient petits, en fait. Hein. C'est souvent des jobs par défaut. Et c'est des conditions très dures. Il y a des cadences qui sont infernales. Et puis c'est un métier dont personne veut entendre parler, quoi. On peut pas vraiment. Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus sur la santé mentale, on va dire, des salariés de ces abattoirs qui sont plus exposés, je sais pas, à un taux de suicide plus élevé ou je sais pas, plus d'arrêt de travail, je sais pas. Oui, il y a un livre d'Olivia Moklijewski qui s'appelle Damnés des abattoirs, je crois. Et il y a un autre d'un Geoffroy Le Guichet, Steak Machine. Donc ça, c'est un journaliste qui s'est infiltré dans un grand abattoir en Bretagne. C'est l'abattoir Kerméné, donc qui abat en fait pour tous les supermarchés Leclerc. Il s'est infiltré pendant plusieurs mois et donc lui il raconte vraiment la vie de l'intérieur sur il y a énormément d'addictions, il y a des addictions à l'alcool, il y a des troubles musculo-squelettiques pour beaucoup de gens, il y a des arrêts maladie, il y a des gens qui tiennent un jour. Ouais. C'est très très dur. Ouais. Et pour comprendre un peu plus en détail, vous preniez tout à l'heure l'exemple d'un abattoir en Bretagne. Récemment, on a vu une enquête qui parlait de l'abattoir de Meaux. Ah oui. Pour un petit peu comprendre votre fonctionnement illustré par cet exemple. Ouais. Comment en fait vous arrivez à publier un beau jour une enquête là-dessus? Quel a été le processus un peu pour arriver Ouais, c'est comme je vous racontais. Donc il y a un processus de signalement par un ou des lanceurs d'alerte. Et nous, on en reçoit plusieurs par semaine. Ouais, on en reçoit beaucoup. Ouais. Et ensuite, il y a tout un travail d'enquête qui se met en place pour vérifier
les infractions, le nombre d'infractions, la gravité des infractions. Et puis, il y a un travail de documentation vidéo qui est fait, et qui est fait avec des preuves de lieu, avec une localisation GPS et une preuve de date, avec le journal du jour. Et ensuite, tout est filmé en plan séquence. Okay. Et donc, on a des rushs qui durent plusieurs heures, parce qu'après, des caméras qui sont laissées en place, ou alors la personne porte une caméra sur elle. Et donc, après, nous, ici, on a des équipes qui identifient les infractions avec notre service juridique, qui les compilent. Là, par exemple, pour l'abattoir de Meaux, on a remis une vidéo au procureur, parce que ça a été accompagné d'une plainte, une vidéo qui dure 4h30. Donc, c'est 4h30 d'infraction en continu. C'est une espèce de montage. Voilà. Sur plusieurs vingtaines d'heures d'images. Et puis après, pour aller vers les médias et vers le public, parce que malheureusement, on a besoin de ça. Quand on contacte uniquement les autorités, en fait, on n'obtient pas de résultats. Il faut qu'il y ait une pression médiatique, pour qu'il y ait une pression sur le politique, pour qu'ensuite il y ait une pression sur l'abattoir, etc., et qu'on puisse obtenir des changements. Et en termes de... On se pose souvent la question, est-ce que la France est un pays d'élevage intensif? Est-ce on est plutôt un bon élève ou un mauvais élève? Est-ce qu'on a le nombre de pourcentage de tant d'animaux vient d'élevage intensif pour la France? Exactement, oui, on les a. Pour les cochons, c'est 95%. D'élevage intensif. Ce qui veut dire très peu de cochons enfermés dans les... Et c'est rare de se balader à la campagne et de voir des cochons. Ouais. Par 20 ans de nuit, vous entendez quoi? Qui ne voient pas la lumière? Ouais, exactement. Ouais, c'est notre définition de l'élevage intensif. C'est un élevage où les animaux n'ont pas accès à l'extérieur. Et donc, ensuite, par voie de conséquence, c'est les élevages où ils n'ont pas accès à l'extérieur, parce que le but, c'est qu'ils fassent qu'on en élève le plus possible dans le minimum d'espace possible, pour qu'il y ait une conversion alimentaire la plus intéressante possible entre ce qu'ils mangent et ce qu'ils vont produire comme viande, et qu'ils fassent un minimum d'efforts, parce qu'à chaque fois s'ils font du sport, ils vont brûler des calories, donc il faut les réalimenter. Donc c'est tout un système. Et puis d'avoir effectivement une production dans une maternité. Vous pouvez avoir 6000 porcelets qui naissent en même temps, avec 900 truies qui sont dans des cages qui sont à peu près de la taille de notre canapé où on est assis. Les truies vivent un peu moins environ un tiers de leur vie. Elles peuvent même pas bouger. C'est ça le but. C'est qu'elles peuvent pas bouger, elles peuvent pas se retourner. Il y a des barreaux donc sur les côtés pour que les porcelets dans des petits caniveaux puissent passer autour, pour qu'elles puissent au moins se coucher pour dormir, et que les porcelets puissent se mettre à l'abri de ça, parce que sinon il y a leur maman qui leur tombe dessus. Ouais, et donc les petits têtent leur maman à travers des barreaux, et ça c'est 95%, toutes les grandes marques, Fleury Michon, Herta, tout ce qu'on connaît, Aoste, etc. Ah oui, c'est ma Aoste. Ouais, c'est de l'élevage, donc c'est de l'élevage intensif de cochons. Pour les poulets, c'est 80%. Okay. Bon. Et en gros, c'est la moyenne, 80%, c'est la proportion des animaux d'élevage en France qui sont dans des systèmes intensifs. Okay. 80%. Ce qui n'empêche pas certains acteurs du monde politique de dire qu'on a la meilleure agriculture du monde, etc. Ça c'est faux, c'est factuellement faux. C'est factuellement, je pense que ça doit beaucoup faire rire les Suisses. Bon. Ouais, donc, on a une agriculture qui est assez conventionnelle par rapport à l'Espagne, aux Pays-Bas, etc. Okay. En gros, c'est la même. C'est les mêmes souches génétiques d'animaux, c'est les mêmes fabricants d'aliments, c'est les mêmes fabricants d'équipements. Tout le monde, dans le monde entier, que ce soit au Vietnam ou au Brésil, tout le monde travaille quasiment avec du matériel hollandais. C'est le même qui est partout, c'est les mêmes souches génétiques, c'est les mêmes aliments, c'est les mêmes méthodes, en fait. Okay. Parce que c'est une méthode qui est basée sur l'optimisation des résultats. Donc maintenant, on a des souches génétiques qui sont les meilleures, donc on n'en prend pas d'autres. Et qu'est-ce qui pousse alors les agriculteurs, les éleveurs plutôt, à continuer l'élevage intensif et ne pas essayer de développer d'autres types d'élevage en extérieur? Ça existe quand même. Quand on parle de 95% de cochons en élevage intensif, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 5% qui sont en élevage plein air, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est 5% de 23 millions de cochons par an. Donc il faudrait faire le calcul, mais c'est quand même pas mal. Pour les poulets, c'est 80% en élevage intensif, mais donc il y a 20%
d'élevage plein air. Bon, c'est intéressant, donc ça existe. On a aussi en France différents labels. Alors, le label rouge, qui est un label qui est assez ancien, qui est un label de qualité qui date des années 60 à peu près, qui existait même avant le bio, avec des garanties sur l'accès à l'extérieur, sur au niveau des densités. Donc il y a moyen d'identifier des filières qui sont plus vertueuses que d'autres. Mais évidemment, c'est pas le même prix. C'est des filières qui sont moins encouragées aussi peut-être en termes de subventions. Ouais. La plupart des subventions qui vont à l'agriculture, donc c'est des subventions qui sont européennes en fait, qui viennent de la PAC. 82% des subventions pour l'agriculture française sont dirigées vers les productions animales. 82%. 82%, donc seulement 18% pour le végétal. Les critères en fait d'attribution des primes et des subventions, c'est beaucoup basé en fait sur le nombre d'animaux. Donc du coup, ça favorise l'intensif. D'accord. Et puis aussi, c'est ce qui produit la viande, le lait, les œufs à bas coût. Voilà, c'est ce que beaucoup de consommateurs recherchent aussi. C'est ce que les enseignes, les supermarchés mettent en avant beaucoup. Il y a un rapport la semaine dernière qui est sorti du réseau Action Climat. Vous avez peut-être vu, qui adresse des critiques assez vertes aux supermarchés sur le type de produits qu'ils mettent en promotion, etc. Et qui sont assez éloignés de la direction dans laquelle il faudrait aller. Pour ne parler que de la question climatique, par exemple. On a participé. Enfin, moi, je travaille en dehors pour une association. On était dans le collectif qui a signé cette enquête. Ah oui, dédicace à la Confédération syndicale des familles. Allez. Mais en gros, c'est 2 tiers des promos qui sont tournés vers des produits qui sont ultra transformés ou mauvaise qualité nutritionnelle. Ouais. Et je Trop crois gras ou trop sucré. Exactement. Ouais. Et 6 fois plus de promos pour les protéines animales que les végétales. Et que 5%, je crois aussi, de produits qui sont des produits biologiques. Donc, est-ce que on peut revenir peut-être sur ce que c'est label bio, label bio et label rouge? C'est quoi les critères? Alors, il y a différents critères. Le label rouge, je le connais peut-être moins bien, mais en tout cas, il y a des labels rouges qui sont par filière. Donc, il y a des œufs label rouge, il y a la viande de cochon appelée viande de porc, label rouge. Il y a une filière plein air, mais il y a aussi du label rouge en fait en intérieur. Donc, faut faire attention à ça. Okay. Et globalement, si on prend, c'est assez proche du bio sur la question des œufs, par exemple, en élevage en cage, par exemple. Donc ça concerne 23% des poules qui sont élevées en France sont dans des cages. D'accord. Donc c'est en bâtiment, des systèmes de cages avec des étages, donc c'est des cages qui sont superposées. Et vous pouvez avoir des dizaines de rangées de cages, vous pouvez avoir 20 000 poules par exemple dans un seul bâtiment. Elles sont 14 par mètre carré. Okay. Donc c'est très serré. Chaque poule a à peu près 750 cm² d'espace de vie. Donc c'est la taille de la feuille de papier que vous avez là. Donc ça c'est... Aujourd'hui, on est à 23% des poules qui sont dans cette situation-là. Quand on a commencé, c'était plus de 80 quand L214 a commencé à travailler. Non, en 2008. Ah, c'était 2000. Ah oui. Ouais. Révolution. Ça vraiment, ça on pourra en parler si vous voulez. Et pour le bio, justement, voilà, on a pris plusieurs images de viande qu'on peut trouver en grande surface. Donc, on a parlé ici du label rouge. Et maintenant, qu'est-ce que le bio? Qu'est-ce que ça implique pour notamment les conditions de vie des animaux? Vous avez un emballage d'œufs ou pas là? Vous avez une boîte d'œufs? Ouais. Je vais peut-être juste finir sur cette question des œufs. Et donc pour une poule qui serait en élevage en cage et qui passerait dans un élevage bio ou label rouge, voilà, ça lui change vraiment la vie parce que au lieu d'avoir 750 cm² d'espace de vie, elle a 2,5 mètres carrés en plein air. D'accord. Avec un accès quotidien. Donc 2,5 mètres carrés par poule. Le label rouge exige en plus que sur le terrain dont elles disposent, elles aient des arbres fruitiers, c'est-à-dire des endroits où elles peuvent se mettre à l'abri, parce que les poules sont des oiseaux qui sont en fait forestiers, et très peu de gens qui le savent, qui sont en fait des animaux de jungle, qui viennent d'Asie. Ouais. Et que nous les humains, on a domestiqué en Asie il y a à peu près 8000 ans. Et puis ensuite, ça s'est répandu dans le monde entier, bassin méditerranéen, etc. Mais c'est un oiseau de la famille des phasianidés.
Donc c'est la famille des paons et des faisans. Donc le mâle est très coloré, c'est un oiseau plutôt terrestre. Il cherche sa nourriture toute la journée. Et donc comme c'est un oiseau qui est forestier, un oiseau de jungle, ses prédateurs naturels sont par exemple des rapaces, donc des dangers qui peuvent venir du ciel. Et donc ils sont souvent flippés d'être à découvert sans un abri. C'est pour ça on les voit souvent quand il y a des bâtiments, ils ont un grand terrain, puis on se dit mais pourquoi ils profitent pas de tout? Ils restent collés au bâtiment ou ils restent à l'ombre par exemple. Et s'il y a un avion qui passe ou une montgolfière et tout ça, là ça fait stresser tout le monde. Et donc dans le label rouge, ils ont bien identifié ça et ils placent des arbres qui sont autant de stations où ils peuvent aller se mettre à couvert. Ce qui est important pour eux. Donc oui, ça change beaucoup. Là, on a c'est quoi? C'est des chipos. Alors chipot, c'est du cochon, ça, c'est ça, hein? Ouais. Avec une étiquette bio, du coup. Ouais, et il y a le label bio, donc effectivement. Alors il y a rien qui ressemble à une chipot plus à une chipot qu'une autre chipot. Mais si elle est bio, c'est quand même très différent pour les animaux qui ont été utilisés pour la fabrication du produit. Normalement, ils ont eu un accès quotidien à l'extérieur. Ils ont des densités qui sont beaucoup plus, qui sont beaucoup moins serrées dans le bâtiment à l'intérieur. Ils ont de la paille. Ils ont une vie qui est un peu plus longue. Ils sont abattus à, je pense, 8-9 mois au lieu de 6. Sur l'alimentation, peut-être? L'alimentation, il y a la moitié de l'aliment qui doit être produit sur l'exploitation. D'accord. Sur la ferme. Donc ça offre des garanties, ça, et on peut pas le nier, hein. C'est vraiment et bon, pour les animaux qui sont concernés, ça leur change quand même la partie où ils sont en vie. Voilà, mais qui est quand même courte. C'est des animaux qui pourraient vivre une quinzaine d'années. Ils sont abattus à 8 mois, c'est quand même très court. Il y a tout un tas de mutilations qui sont faites, notamment la castration chez les mâles. Chez les porcelets, qui se fait de la même façon en bio que dans le conventionnel. Et puis, il n'y a pas d'abattoir bio. Au moment de la mise à mort, les animaux sont tous mis à mort de la même manière. Oui, donc il n'y a pas de différence en termes d'abattage? Non. Il y a zéro différence. En général, les abattoirs, ils ont alors un jour bio où ils savent que la chaîne, les animaux qui viennent sur la chaîne, donc ils vont tous avoir le tampon bio et pour pas se confondre, ils font une journée spéciale. Mais sinon, c'est la même chaîne, c'est les mêmes méthodes d'abattage, c'est le même étourdissement par électronarcose ou par exposition au gaz CO2, c'est le même égorgement, on les écroche par la patte arrière, on le suspend, on le sang coule, enfin c'est pareil. Donc pour nous, si vous voulez, c'est des choses qui sont difficilement généralisables si on baisse pas drastiquement la quantité de viande qu'on mange collectivement. Et puis ça résout pas la question de l'énormité du droit qu'on s'arroge sur les corps et les vies des autres qui sont d'animaux qui sont pas aussi affectueux que votre chien ou que mes chats et qui ressentent la douleur par les mêmes mécanismes qu'eux et même que nous. Donc ça pose quand même une grande question d'éthique, et surtout dans un monde où nos supermarchés aujourd'hui débordent de toute une nourriture savoureuse, végétale. C'est vrai que c'est des pures conventions, parce que on se dit jamais on voudrait tuer notre chat ou notre chien ou notre lapin. Enfin, le lapin c'est différent parce qu'on peut le tuer, mais on peut en manger. Ouais. Mais un drôle de statut. Oui, c'est très bizarre. Pourquoi les animaux d'élevage on les considère pas, parce qu'ils ont le même niveau de sensibilité en fait, non? Oui, alors parfois on a des gens qui disent oui, mais vous voulez mettre les animaux sur le même pied d'égalité que les humains, et bon, je sais pas si c'est vrai, mais moi je pense que surtout on trouve que la considération qu'ont la plupart des gens pour nos chats et nos chiens, les animaux avec lesquels on vit, et du fait qu'on vit avec eux, on voit très bien que c'est des animaux qui déjà qui sont tous singuliers, qui sont tous différents. Même dans une portée de chatons, vous voyez tout de suite qu'il y en a qui sont un peu aventureux, il y en a qui vont rester plus proches de la maman et tout ça. Il y a tout de suite des caractères en fait, des personnalités, qu'ils ont des préférences, qui développent des goûts. Il y a des choses qui les effraient, qui les font vraiment flipper. Il y a des choses qu'ils aiment bien. Voilà, si vous attrapez la laisse, tout de suite votre chien il va être comme un fou parce qu'il a compris qu'on va sortir, qu'on va aller jouer à la balle et tout ça. Et cette qualité de considération qu'on a pour eux, pour nous, elle s'applique aux cochons, aux vaches, aux poules, pour les mêmes raisons qu'elles s'appliquent aux chats et aux chiens. D'accord. Ouais. De peut-être regarder une dernière image. On a beaucoup d'informations, notamment sur la provenance. Avec ici, on voit il est marqué porc français, ou encore volaille française. Est-ce que ça nous donne des vraies informations? Il y a une information géographique.
qui est qui a été interprétable comment? élevé, abattu en France. Mais ça veut C'est tout. Ouais. ouais, c'est OK. Ouais. Donc par exemple, parce que est-ce qu'en Europe, on a des normes qui sont vraiment, Ah oui, je vois. différentes? Oui. Alors ouais, pardon, oui, c'est ça qu'il faut préciser. Effectivement, les normes en fait qu'on appelle les normes bien-être animal en élevage sont des normes qui sont européennes. D'accord. Quasiment tous les textes qui encadrent la protection des animaux en élevage et en abattoir et durant le transport entre l'élevage et l'abattoir sont des textes européens. Pour les abattoirs, c'est un règlement européen qui s'applique en fait tel quel dans tous les pays de l'Union. Et pour les filières de production, il y a ce qu'on appelle les directives. Donc il y a une directive porc, il y a une directive poule qui date de 98, il y a une directive vache laitière, une directive veau, une directive poule pondeuse, oui, je l'ai dit. Et donc ça s'applique de manière égale dans tous les pays de l'Union. Et donc c'est pour ça que voilà, une chipolata espagnole, elle va être, les animaux vont être élevés dans les mêmes conditions, abattus dans les mêmes conditions, enfin en tout cas sur le papier, Ouais. et en application des mêmes normes. Exactement. Voilà. Alors nous, on a des AOP par exemple, on a des IGP, on a des AOC, dans les fromages par exemple, mais bon, les autres pays européens aussi. Bon. Donc ça existe. Il y a des filières un peu alternatives comme ça où il y a de l'extensif, mais on peut pas dire que on a la meilleure agriculture du monde, par exemple. Non, ça c'est de la flatterie franco-française en fait. Ouais, parce que quand on voit vos vidéos, on se dit mais c'est pas possible que ça se passe en France. Quand on voit les conditions d'élevage, d'abattage, on se dit mais ça vient de Pologne. Enfin, je sais pas, ça vient de pays un peu plus, on va dire plus pauvres. Et finalement, en France, même en France, il y a quand même des conditions d'élevage, d'abattage qui sont Ça déplorables. pourrait venir de Pologne ou de Hongrie ou enfin je sais pas si la Pologne est un pays plus pauvre, mais de Bulgarie, ce seraient les mêmes images en fait. Ouais, donc en fait, on n'est pas meilleur que les autres, en fait. Non. Pas du tout. Non. Et comment vous vous servez un peu de vos images? Le but, c'est créer un électrochoc, c'est de sensibiliser, c'est de choquer, je sais pas. Parce que moi, personnellement, mon cas, quand je vois les vidéos, je me dis mais c'est pas possible que je mange des animaux qui se font tuer comme ça. Je me dis mais ça me dégoûte. Je me dis c'est pas possible. Enfin, ça m'a vraiment. Je dis mais je me pose la question de me dire mais j'ai pas envie de manger ça quoi. Enfin, ça me. Je pense que en fait, les enquêtes pour nous, elles ont un rôle qui est un rôle documentaire. Parce que la représentation que le grand public se fait du monde de l'élevage, elle est complètement façonnée par l'industrie, par les publicités. Vous pouvez très bien aller au salon de l'agriculture en croyant découvrir l'agriculture française et ressortir de là en étant persuadé sincèrement que les animaux vivent sur des prairies verdoyantes sous la surveillance d'éleveurs qui en prennent soin et qui sont abattus parce que bon il faut bien, mais rassurez-vous c'est fait selon des normes extrêmement strictes qui sont très contrôlées. Et en une quinzaine d'années, nous on a révélé, la 214 a révélé plus d'une centaine d'enquêtes qui montrent que les infractions, elles sont pas seulement légion en fait, elles sont quasiment, non seulement elles sont extrêmement fréquentes, mais en plus elles se font avec la complicité des autorités et des services de contrôle. Là, l'année dernière, en 2024, on a fait condamner l'État pour carence fautive, c'est-à-dire pour manquement à sa mission de contrôle, c'est-à-dire les inspecteurs qui, dans les abattoirs, contrôlent que la réglementation et que les normes de bien-être animal sont appliquées. Et nous, on a des heures et des heures de vidéos dans différents endroits, dans tout un tas de sortes d'abattoirs, des abattoirs gigantesques industriels, des petits abattoirs bio dans les Pyrénées, et tout ça. Et c'est partout. Et c'est, en tout cas, dans nos enquêtes, ce qu'on a pu montrer, c'est que régulièrement, il y a des infractions, c'est des sortes de boîtes noires, vous pouvez pas entrer vous pouvez aller avec votre famille, avec vos enfants, cueillir des fraises dans des fermes ouvertes, par exemple. Vous pouvez pas aller dans un abattoir voir comment ça se passe. Il y a des caméras dans les abattoirs. Les caméras, elles sont tournées vers l'extérieur, vers les parkings, pour surveiller que personne ne rentre. Et donc voilà, ça c'est une des grandes missions de l'association, c'est en fait de mettre sur la table la réalité de comment ça se passe, pour qu'on puisse en parler et pour que la société, dans son entier, tous ensemble, on puisse
réfléchir à ça, se demander si c'est vraiment ça qu'on veut. Est-ce qu'en tant qu'être humain, c'est comme ça qu'on a envie de se comporter collectivement par rapport aux animaux? Et comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? D'accord. Mmh. Justement, juste pour préciser un point que vous venez d'aborder sur le contrôle. En fait, c'est quel organisme qui est censé contrôler que les normes, par exemple, si un élevage a le statut label rouge ou même les abattoirs, etc., qui contrôle vraiment ces normes? Est-ce qu'il manque de moyens? Est-ce qu'ils appliquent vraiment à la lettre? Alors, il y a tout un tas de contrôles différents. Tout à l'heure, on parlait du bio, donc généralement, les élevages bio toute la production bio en fait est contrôlée par un organisme indépendant qui s'appelle EcoCert. Et pour ce qui est de la question des abattoirs, là sur ce sujet que peut-être on connaît mieux, sont en fait des agents de l'État il y a des abattoirs qui peuvent être des abattoirs municipaux par exemple ou communaux, mais beaucoup sont aussi privés, l'abattoir Charal ou l'abattoir Bigard par exemple. Donc ce sont des entreprises. Et puis dans ces entreprises, il y a des représentants de l'État. Donc il y a des inspecteurs de la DDDP, c'est la Direction départementale de protection des populations. C'est un nouveau nom, avant ça s'appelait les services vétérinaires. Et donc c'est eux qui sont chargés de veiller à la bonne application des normes de bien-être animal au moment de la mise à mort des animaux. Et puis après, et c'est là que se concentre en fait l'essentiel de leur travail, c'est toute la chaîne derrière, le respect de la chaîne du froid, etc. Donc ils sont vraiment très mobilisés sur des questions sanitaires, beaucoup plus que sur des questions de réglementation de protection animale. Et c'est des effectifs qui sont en baisse d'année en année. Sous Sarkozy, il y a eu énormément de baisse d'effectifs dans ces services. Eux-mêmes disent qu'ils sont pas assez pour faire le job. Et donc c'est pour ça que nous maintenant on en est réduit, pour essayer de faire changer les choses, à porter plainte contre l'État directement en fait. Ok. Ouais. Et est-ce que vous avez subi parfois des coups de pression, je sais pas, se fait vandaliser ou je sais pas, Des menaces. des menaces, ouais. On a souvent des menaces sur nos réseaux, mais après je pense que c'est le lot de n'importe quel réseau. C'est vraiment un endroit où les gens se sentent un peu comme dans leur voiture et on engueule facilement le gars devant qui avance pas. Après, on a eu parfois alors ça c'est des choses qui nous surprennent toujours. Parfois on a fait des manifestations devant des abattoirs où on avait révélé vraiment des dysfonctionnements vraiment très graves. Je pense à un abattoir qui est en Mayenne, qui est l'abattoir de Cran. Et on s'attendait à ce que la préfecture ferme cet abattoir le temps de mettre vraiment les installations aux normes, etc. et de remettre à plat tout le fonctionnement de la chaîne d'abattage. Et puis, il y avait une contre-manifestation d'éleveurs ou de gens du monde agricole, et c'est toujours un peu dérangeant, en fait, pour nous, de voir que il y a une partie du monde agricole qui préfère que ces infractions continuent plutôt que d'essayer de trouver des solutions avec nous. Et, parce que il y a des enjeux économiques, parce qu'il y a... Moi, j'aurais bien aimé savoir si vous aviez déjà eu l'occasion de discuter, par exemple, avec des éleveurs et voir eux quelles sont vraiment les difficultés qu'ils rencontrent, parce que à mon avis, je pense que ça leur fait pas plaisir d'enfermer des cochons dans des si petits espaces. Exactement. Quel est leur ressenti eux s'ils continuent à le faire, c'est qu'il y a bien des raisons. Ouais, il y a il y a tout un tas de raisons. En fait, c'est un système qui est bien verrouillé. Souvent, les éleveurs sont même pas propriétaires de leurs animaux. Ils sont propriétaires uniquement des locaux, des bâtiments. Et dans l'élevage de poulets, ça c'est très courant. Ils travaillent avec des coopératives où ils sont intégrés par des marques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire qu'on leur livre les animaux, on leur livre l'aliment. Ils ont un certain nombre de consignes vétérinaires pour des traitements médicamenteux, etc., qui doivent absolument suivre à la lettre. Et puis, au bout de 35 jours, il y a un camion qui passe, on vient chercher les poulets, le gars les livre et il est payé pour ça. Il est presque salarié, en fait. Et donc, ils ont très peu de marge de manœuvre. Souvent, comme les bâtiments sont à eux et qu'ils ont investi dans les bâtiments et dans les équipements
et c'est des équipements qui coûtent très cher. Vous pouvez être endetté pour 800 000 euros, par exemple, pour simplement un bâtiment d'élevage. Donc là, vous savez que vous êtes parti pour le rembourser pour 25-30 ans. Ouais, Vous n'allez pas pouvoir changer de direction avant d'avoir remboursé ça déjà. ouais. Ouais, donc ça, c'est un grand souci. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on voit beaucoup se développer, je trouve, là, depuis quelque temps, c'est ce qu'on appelle les transformations. Qu'est-ce que c'est? C'est en anglais transformation. Ok. Donc, vous entendez le mot ferme, en fait. Ouais, Donc, en ça. français, il faudrait dire transformation un Ouais. peu. Et donc, c'est des associations qui accompagnent des éleveurs qui souhaitent sortir de ces systèmes Ok. vers des productions alternatives. Mhm. Il y a une association qui s'appelle Coexister en Suisse, qui fait ça, qui a déjà aidé plusieurs éleveurs à se reconvertir plutôt vers des productions végétales. Il y a une autre personne en Suisse qui s'appelle Sarah Heiligstag qui a aidé à la reconversion de plus de 150 anciens éleveurs, ouais, et certaines fermes ont été transformées en refuges Mhm. pour animaux de ferme, et ils ont transformé leurs locaux en gîtes, etc. Et donc là, ils ont un système économique qui fonctionne très bien, où les gens viennent en famille, passer un week-end, dormir au gîte, manger les légumes et les fruits qui sont produits sur place, et puis aller rencontrer les animaux, passer du temps avec des vaches, parce qu'on peut caresser des vaches, Mhm. comme on peut... les vaches ronronnent et tout ça. Donc, Ah oui. on découvre plein de trucs. On peut avoir des chouettes relations avec ces animaux-là. Et puis, du coup, on a un modèle économique qui permet qui est une sorte de preuve vivante, un peu comme des avant-postes de l'histoire, j'ai envie de dire, si l'évolution humaine va par là, d'exemples de relations différentes avec ces animaux-là, qui sont des animaux souvent très, très tranquilles, en fait, très, très paisibles. Hein. Tous les animaux de ferme sont vraiment pas des animaux... sont des animaux très, très pacifiques, qui nous font confiance même, jusqu'à la dernière seconde. Hein. Et donc ça, c'est intéressant. Et en France, on a une asso qui s'est créée il y a quelques années, là, qui s'appelle Transiterra, et qui accompagne des éleveurs dans des reconversions. Et souvent, alors c'est souvent des éleveurs de poulets, parce que les bâtiments qu'ils ont, les bâtiments d'élevage intensif, donc où il y a 22 poulets par mètre carré, c'est très facilement déclinable vers d'autres productions. Je pense notamment aux chambres, mais aussi singulièrement aux champignons, les pleurotes, etc. D'accord. Et c'est très facile de switcher en fait avec ces bâtiments-là et de réutiliser en fait les mêmes équipements pour des productions différentes. Ok. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça doit passer, par exemple, la réduction de la consommation de viande doit passer avant tout par des règlements qui réglementent l'offre, ou ça doit aussi se jouer vers la demande, c'est-à-dire les consommateurs manger moins de viande? Les deux. Les deux. Ouais. Mais ouais. Là, je trouve que on est peut-être dans une époque qui est quand même assez palpitante de ce point de vue-là, parce qu'il y a tout un tas d'alternatives végétales qui se développent, là, qui se sont développées ces 4-5 dernières années. Ce que nous, les véganes, on connaît depuis longtemps, mais on allait acheter ça dans des magasins vraiment spécialisés, genre des fausses saucisses ou des faux jambons, et c'était pas toujours délicieux. Mais maintenant, il y a vraiment des trucs qui sont assez impressionnants. Il y a des marques qui sont bio. Je pense à Céréales Bio, par exemple, où ils font des burgers, ils font des nuggets avec du soja français bio, et disponible en supermarché. Moi, je fais mes courses à Lidl, par exemple, je trouve ça là-bas. Et ça démocratise énormément ces alternatives qui sont vraiment intéressantes dans la mesure où elles permettent de quasiment rien changer en cuisine. Puisqu'on a on utilise les mêmes recettes, en fait, les mêmes ingrédients, ça se cuisine exactement pareil, ça prend la même place dans l'assiette, ça joue le même rôle dans le plat, ça a des goûts qui sont vraiment très proches. Et ça, c'est vraiment intéressant. Chez Burger King, je crois qu'ils ont 5 références de burgers végé maintenant, je crois, avec du bacon végétal. Et donc ça, c'est un mouvement qui est vraiment intéressant et qui probablement rend l'offre, justement, cette question de l'offre, plus facile, plus attractive que, je sais pas moi, que de faire tremper 24 heures ses pois chiches, pour ensuite faire des falafels à la main, etc. Et bon, après, c'est des aliments un peu plaisir. On peut pas manger ça tous les jours pour la santé. C'est pas forcément ce qui serait recommandé. Mais ça participe d'un mouvement où il y a une plus grande disponibilité. Et voilà, comme disait, je crois que c'est Salomé Saké que j'ai entendu dire ça il y a pas longtemps dans une interview. Elle disait que quand on veut, on peut. C'est vrai.
Mais quand on peut, c'est plus facile de vouloir. Et donc, et c'est important, d'où ce reproche au supermarché, sur leur choix de promo, etc. Qu'est-ce qu'on met en avant? Où est-ce qu'on met les projecteurs? Qu'est-ce qu'on met en tête de gondole? Il y a une responsabilité, en fait. Bien sûr. C'est sûr. Justement, sur les supermarchés, parce qu'on parlait tout à l'heure des restaurants avec Burger King, quelle part de responsabilité ils peuvent avoir dans le choix de consommateurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que souvent on retrouve une petite étagère bio. Est-ce que pour toi c'est suffisant? Est-ce qu'ils devraient davantage communiquer sur ou mettre en valeur certains produits? Ouais. Alors, dans quelques semaines, là, on va lancer une nouvelle campagne pour l'association qui va s'appeler la campagne moins 50%. Et c'est une campagne qui va tourner autour d'un objectif de baisse de moitié d'animaux tués pour la consommation en France d'ici 2030. Ok, d'accord. Ouais. C'est raccord avec tout un tas de rapports scientifiques sur la transition alimentaire qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques, etc. C'est avantageux pour la santé. Et c'est pas arrêter complètement. C'est baisser de moitié. C'est genre 1 repas par jour. Au lieu d'avoir 2 repas carnés, vous en avez 1. Bon, voilà, c'est pas la mer à boire, c'est atteignable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que justement, c'est atteignable. C'est un objectif qu'on peut peut-être atteindre si on s'y met tous, collectivement. Ça ferait passer le nombre de 3,5 millions d'animaux tués par jour à 1,5. Donc on sauverait 1,5 million d'animaux chaque jour. Intéressant. Mais pour ça, oui, il faut qu'il y ait une offre qui soit disponible, il faut que tout le monde joue le jeu, il faut qu'il y ait des subventions qui soient peut-être plus favorables aux productions végétales ou à toutes les productions qui sont peut-être l'alimentation du futur. Et il faut que les supermarchés aussi, ça pose beaucoup de questions. Donc on est en train de sortir un rapport d'une 20aine de mesures. Et certaines sont destinées spécifiquement à la grande distribution et en appel en fait à leur rôle de prescripteur d'actes d'achat. Ouais. Et donc ce rapport sort la semaine prochaine. Ça, c'est un rapport qui sort prochainement. On vous invite à regarder s'il est sorti ou pas. Peut-être qu'il sera sorti, peut-être qu'il sera pas sorti au moment de la vidéo. En tout cas, ok. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'impact sur le climat et l'environnement de la viande. Est-ce que tu peux nous redire un peu les chiffres Oui. là-dessus? Ouais, c'est énorme, effectivement. C'est 89% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de nos assiettes qui sont en fait d'origine animale, qui viennent des productions animales, donc viande, œufs, lait. Les produits laitiers et la viande de ruminants là-dedans, donc comme le mouton et les bovins, représentent les 3/4 de ces 89%. Okay. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Même que ce soit pour les conditions animales, c'est aussi pour le climat et l'environnement. Oui, il y a un rapport d'Oxford, l'université d'Oxford, qui indique que en fait changer son alimentation, c'est le geste individuel qu'on peut avoir nous, qui est à notre portée, qui est le plus impactant par rapport à tous les éco-gestes qu'on connaît, prendre son vélo, préférer le train que l'avion, mettre des ampoules à basse consommation, trier ses déchets, etc. Vraiment, changer le contenu des assiettes, c'est là qu'on a vraiment un impact extrêmement fort pour contribuer à la lutte contre le réchauffement. Ouais. Et dernière question, peut-être avant le vrai ou faux et le dessert, c'était le rapport sur l'abattoir de Meaux, qui est un abattoir halal. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça pose problème Ouais, alors ça c'est un gros sujet. Ouais. C'est un sujet qui est assez complexe et sur lequel il faut être assez prudent, notamment quand on a tendance, si on part dans des critiques de barbarie, etc. Il faut être très prudent parce qu'en fait, dans un certain nombre de religions et par exemple pour l'abattage kasher et l'abattage halal, donc pour le judaïsme et pour l'islam, il y a en fait des règles qui sont très anciennes et qui précèdent toutes les normes de bien-être animal que nous on a pu, que en France, qui ont pu être adoptées en France. L'étourdissement, il est obligatoire depuis 1964. Et là, on a des rites qui datent du 7e siècle avec des normes qui sont pensées pour que les animaux souffrent le moins possible. Il faut que les animaux soient égorgés de manière extrêmement rapide, avec un couteau qui doit être extrêmement bien aiguisé,
vraiment en une seule fois, que les animaux ne voient pas les animaux qui se font égorger avant eux, tout, tout un tas de choses qui sont qu'on pourrait considérer comme des normes de bien-être animal avec notre vocabulaire d'aujourd'hui. Il se trouve que depuis une cinquantaine d'années, la technologie nous permet que les animaux souffrent encore moins avec une méthode qui s'appelle l'étourdissement. Et donc l'idée, c'est de rendre, pour que les animaux souffrent encore moins, de les rendre inconscients au moment de l'égorgement. De manière à ce que, comme si nous on est opéré de l'appendicite, on est anesthésié, on ressent rien. Ouais, et donc, bon, là on peut pas anesthésier les animaux, on peut pas leur tirer une balle dans la tête non plus et les tuer d'un coup, parce qu'on pourrait dire, mais là ça serait beaucoup plus simple, pourquoi on fait pas ça? Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Parce que les animaux en abattoir meurent par exsanguination. Pour qu'on ait la carcasse vidée de son sang, ben, il faut que les animaux soient suspendus et qu'ils restent vivants. Parce que c'est le cœur, en fait, qui va jouer le rôle de pompe et qui va vider les animaux de leur sang. Et ça peut durer longtemps. Pour les bovins, ça peut durer 14 minutes. Et donc, c'est très important, dit la loi, que pendant ces 14 minutes, ou le temps où les animaux se vident de leur sang et que leur cœur, à un moment, va s'arrêter et meurt, et que les chairs de leur gorge sont à vif, etc., qu'ils ne ressentent pas la douleur, qu'ils soient inconscients. Et donc, là, on a fait une interview avec l'imam de Bordeaux, par exemple, à qui on a montré les images. Et pour lui, il y avait des infractions qui étaient vraiment gravissimes au rite, aux normes de protection des animaux pendant le rite. Et donc, on a là 2 cultures dans lesquelles il y a des normes de protection animale qui sont très anciennes, mais qui ne mentionnent pas les méthodes qu'on a aujourd'hui, parce que c'est des méthodes électriques, c'est des méthodes, au Moyen-Âge, l'électricité, on n'avait pas. Et donc, vous avez une frange du monde musulman et juif qui sont attachés à la lettre du texte, que voilà, il faut faire comme ça parce que c'est dans les textes du 7e siècle. Et puis, vous avez une frange, mais pour l'instant minoritaire, de musulmans et de juifs qui comprennent que l'étourdissement, c'est halal en fait. C'est puisque ça permet que les animaux souffrent encore moins. Mais c'est en contradiction avec les textes. Donc il y a des questions de foi et de croyance et tout ça, et donc c'est compliqué. Voilà, mais c'est un sujet sur lequel il est difficile d'avancer parce que il y a des récupérations politiques de la part de partis qui sont peut-être moins intéressés par la protection des animaux que de faire des discriminations entre les gens. Et donc du coup, il y a des réactions inverses où ça devient des revendications identitaires de continuer à faire selon le rite, etc. Et donc c'est difficile là-dedans de parler calmement de la question de ce que les animaux ressentent. C'est un sujet pas évident. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, avant de passer au dessert, on aimerait faire un petit vrai ou faux. Donc, je vais te poser une dizaine de questions. Il faudra juste que tu me répondes vrai ou faux. Ok. Et si tu souhaites ajouter des choses ou donner des explications plus en profondeur, on pourrait y revenir Après. juste après. Ok. Donc Alors. c'est comme on disait, c'est le burger de la mort. On fait 10. Exactement. On enquille les 10 références. Ok. Est-ce que vous en voulez à ceux qui mangent de la viande tous les jours? Non. La condition animale évolue dans le bon sens. En France, on peut mettre en France. Globalement, oui. Vous pensez qu'il est possible de concilier élevage et bien-être animal? Alors élevage avec avec mort des animaux et avec consommation de viande telle qu'on a aujourd'hui dans les mêmes niveaux, non. D'accord. La France est l'un des pays les plus avancés en matière de conditions animales. Non. L'objectif de L214 est l'abolition totale de l'élevage. Joker. Non, c'est vrai, mais c'est pas que ça. D'accord. C'est ouais. Si on peut revenir après sur les trucs, c'est bien. Ouais, bon, Ouais, on pourra. Ouais. Ok. Donc, mais oui, vrai. Enfin, je dirais pas faux. Ok. Pas faux. Ouais. On ne peut pas aimer les animaux et continuer à en manger. Oui, il faut revoir la définition de l'amour. Mais je dirais plutôt vrai. D'accord. Ouais. L'alimentation végétale est accessible à tout le monde aujourd'hui en France. Oui.
L'image de L214 dans les médias est souvent caricaturée ou mal comprise. Non. L'alimentation est un acte politique. Oui. Et pour finir, les supermarchés ne jouent pas leur rôle de transparence envers les consommateurs. Joker. D'accord. Ouais. Vous souhaitiez revenir sur la question qui était l'objectif de L214 et l'abolition totale de l'élevage. Ouais. Ouais, ça c'est un truc que j'aime bien développer un peu parce que c'est souvent une critique qui est faite à l'association et en fait c'est vrai que on ne cache pas en tout cas que la vision qu'on a en fait c'est pour les animaux et pour l'humanité, c'est même si c'est utopique, même si c'est très lointain, c'est un monde dans lequel on se nourrit d'une manière qui ne coûte pas la vie aux animaux. C'est possible techniquement, on peut le faire. Et donc c'est quelque chose qu'on a en ligne de mire. Cela dit, c'est pas pour demain. Et dans le milieu animaliste, il y a différents courants, et des courants qu'on considère plutôt comme abolitionnistes et qui ont un peu cette définition, c'est-à-dire l'abolition de pas forcément de l'élevage, mais c'est plutôt l'abolition des abattoirs. C'est pas tellement l'élevage, c'est des gens qui veulent élever des animaux ou vivre avec des vaches et tout. Aucun problème. Aucun problème, au contraire, au contraire. Pour nous, les animaux d'élevage peuvent tout à fait être comme des chats et des chiens, peuvent être des compagnons. Il n'y a aucun problème avec ça, mais la destination de la mise à mort et l'interruption de leur vie pour des motifs économiques et pour produire une nourriture dont en fait personne n'a besoin, c'est difficile à justifier en fait. Donc on a cette vision. Mais en même temps, on est une association qui travaille sur l'amélioration des conditions de vie et d'abattage des animaux maintenant. Moi, je prends souvent l'exemple des prisons où en fait, je trouve que c'est pas contradictoire. On peut très bien, par exemple, être contre la peine carcérale, de trouver que dans la plupart du temps, ça règle rien. Ça crée des gens qui sont plus dangereux quand ils sortent que quand ils sont rentrés. Bref, pour tout un tas de raisons, on peut contester le fait même que les prisons existent, que la peine carcérale existe, et ça n'empêche pas, en attendant que ça arrive, d'œuvrer pour améliorer les conditions de vie des détenus, etc. Et donc, nous, on a un peu cette même approche pour les animaux d'élevage, c'est-à-dire en attendant un jour où peut-être on s'accordera collectivement, parce que l'idée, c'est pas de l'imposer par la force, c'est que ce soit, en fait, démocratiquement, tous ensemble, on se dise, allez, on arrête, et peut-être ça se fera progressivement, comme, je sais pas, comme, par exemple, la viande de cheval a commencé à décliner, parce que c'était un truc de génération, les jeunes générations, ils mangeaient plus tellement ça. Il y a de moins en moins de gens qui mangent de lapin, par exemple. Donc peut-être ça va disparaître. Et puis donc voilà, nous, notre espoir, c'est que petit à petit, les filières s'éteignent comme ça, pas brutalement, mais simplement parce que par manque de demande. Et en attendant, on essaye d'exploiter, d'utiliser toutes les manières possibles et toutes les opportunités qui se présentent et toutes les occasions qu'on a pour essayer de réduire autant que possible la quantité de souffrance des animaux qui sont utilisés actuellement dans ce système de production et le nombre d'animaux qui souffrent et qui meurent. En fonction de l'agenda politique, en fonction des innovations technologiques, en fonction de la bonne volonté des acteurs de l'agroalimentaire, des supermarchés, de l'évolution des mentalités, de l'intérêt de plus en plus marqué des gens pour la cause animale, etc. Où est-ce qu'on peut arriver à réduire la quantité de souffrance, même si c'est petit à petit. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc les deux en même temps. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis vrai, parce que c'est pas faux, mais c'est pas assez. Ouais. On va peut-être finir. Alors, je voulais passer au dessert, mais il y a une question sur laquelle je voulais rebondir. Est-ce que vous avez parlé de la nouvelle génération. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus sensibles peut-être aux anciennes générations? Il y a une évolution qui est positive. Est-ce que vous voyez, vous, au quotidien, peut-être une évolution des mentalités? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais dit oui. Ouais. Qu'il y a vraiment chez les jeunes générations des préoccupations qui sont des préoccupations pour je dirais pour des causes. La cause animale en fait partie, mais il y a la cause climatique, la cause
tout un tas d'injustices en fait qui sont légion. Mais après, c'est peut-être un truc dont on sort aussi, dont les adultes, au bout d'un moment, vieillissant, quand on a une famille, tout ça, un job, tout ça. Alors, est-ce que c'est la jeune génération 2 maintenant, ou est-ce que ça a pas toujours été un peu comme ça, Ouais. où les utopies étaient portées par la jeunesse et tout. Bon, donc en fait, j'ai pas la réponse. Okay. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que dans mon expérience de terrain avec du jeune public, donc chez L214 Éducation, quand on travaille avec du jeune public, souvent les gens disent « Ah oui, donc tu fais de la sensibilisation et tout ça », et souvent je dis « Ben non, en fait, j'ai pas besoin ». Nous, ce qu'on vient faire, c'est plutôt, on vient travailler autour des animaux, mais ça vient valider une sensibilité que souvent les enfants, ils ont déjà, en fait. Et souvent, les enfants sont déjà proches des animaux et c'est peut-être quelque chose qui se perd en grandissant. Ouais, les enfants, il n'y a aucun enfant qui va dire que c'est une sorte de petite blague qu'on entend souvent quand on est végé ou vegan, que les carottes souffrent et tout ça. Un enfant, il voit très bien que quand il croise un lapin ou quand il va dans une ferme pédagogique et il y a des chèvres d'aine qui viennent le voir, que c'est un individu comme lui, que son regard lui est renvoyé, que derrière les poils, derrière les plumes, derrière les écailles, il y a quelqu'un en fait, et que c'est pas la même chose qu'une salade verte. Exact. Si vous voulez bien, on va passer à la dernière partie, donc le dessert. Question un peu plus légère, un peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a une image, peut-être une vidéo, une séquence qui t'a particulièrement marqué dans tout ce que tu as pu voir au cours de ta carrière? Chez L214 plutôt. Oui, plutôt. Oui, le gavage des canards pour le foie gras. D'accord. C'est comme je racontais au début quand on était dans le collectif Stop Gavage. Donc là, on faisait vraiment nous-mêmes des enquêtes avec des caméras, des caméscopes et tout. Et c'est pour moi, un des pires trucs que j'ai vus. On dit souvent que les canards souffrent pas. C'est vrai, c'est faux, Non, c'est faux en fait. Il y a des rapports vétérinaires qui sont accablants en fait, okay. Pour cette filière. Beaucoup de gens pensent que c'est des oies et tout, mais je crois que c'est maintenant 98% c'est des canards. On gave que les mâles. Les femelles sont éliminées parce qu'elles ont un foie qui est trop veineux, etc. Enfin, c'est moins intéressant. Donc, elles sont en fait éliminées à la naissance. Elles sont broyées, vivantes. On ne sait pas faire naître que des mâles. Donc, tous les canetons naissent dans des couvoirs. Et puis, il y a une période d'élevage où ils grandissent. Où là, ils sont dans l'herbe. On fait toutes les belles photos avec les Pyrénées derrière et tout ça. Et après, ils passent à la phase de gavage. Donc là, c'est en cage. C'est des cages qui s'appellent des épinettes. Avant, c'était des cages individuelles. Il y a une réglementation européenne qui a imposé que ce soit des cages collectives. Donc, ils sont 3 ou 4 dans des petites cages comme ça. Et ça fait des rangées de cages. Et puis, vous avez la gaveuse ou le gaveur, l'éleveur qui va passer avec une machine. C'est une pompe pneumatique qui a de la purée de maïs sous pression avec un tuyau qui ressemble à un tuyau d'aspirateur comme ça. Et puis, un tube, comme un tube d'aspirateur en fait. Et puis, on pince le bec des canards comme ça. Les grilles se baissent sur eux. Et il y a juste une petite fente comme ça où il y a la tête qui dépasse et donc ça permet de les attraper. On enfonce le tube dans la bouche, on bloque avec la main comme ça leur bec dessus et puis avec le pied on appuie sur une pédale qui est la machine va envoyer plusieurs centaines de grammes de kilos de maïs d'un coup et ça dure 12 jours et ils sont dans un état qui est catastrophique sur le plan sanitaire, sur le plan vétérinaire. En fait, on développe une maladie chez eux qui s'appelle la stéatose et leur foie va grossir jusque 10 fois la taille normale. Donc ça prend presque toute la place dans leur corps, ils peuvent presque plus respirer, ils ont des halètements et tout, ils vomissent. C'est infernal. C'est vraiment des pires trucs que j'ai vus. Ouais. C'est interdit dans la plupart des pays de l'Union européenne et du monde. Et nous, on produit, je crois que on produit, pareil, 98%, je crois. Non, on consomme 98% du foie gras mondial. Il y a un peu de gavage dans d'autres pays européens, la Hongrie, la Bulgarie, la Belgique et l'Espagne, mais c'est essentiellement pour le marché français. Et ouais, ça c'est vraiment un sale truc. Et que ce soit bio ou pas bio, c'est la même chose. Il n'existe pas le bio. Ah oui, donc il n'y a pas de foie gras bio en fait. Non, c'est pas possible parce que c'est contraire au cahier des charges de bio sur le bien-être animal. De la même manière, il n'y a pas de halal bio.
Ok, ah oui. Parce que l'étourdissement, il est obligatoire dans le cahier des charges du bio. Ouais. Imaginons demain, tu deviens ministre de l'écologie. Qu'est-ce que tu mettras en place en premier lieu comme politique? Waouh, alors déjà, j'espère que j'aurai Ouais. plus de budget que les ministères précédents. Euh, Que ce soit avec l'élevage, même sur d'autres ouais. choses. Hein, c'est possible. Je mettrais plutôt en place, là, ce que j'aurais envie de faire, c'est mettre en place des mesures institutionnelles, en fait, vraiment un peu parapluie sur toute la question animale. Il y a des pays comme la Belgique, par exemple, où, et c'est pour ça que j'ai répondu non. Est-ce que la France est un pays très, très avancé? Non, il est très en retard. D'accord. En Belgique, l'étourdissement est obligatoire dans toutes les régions, en Flandre et en Wallonie depuis 2017. L'élevage en cage des poules pondeuses est interdit. Les derniers éleveurs vont devoir arrêter en 2026. Il n'y a plus d'animaux sauvages dans les cirques depuis 2014. La compétence du bien-être animal, elle était au ministère de l'Agriculture. Ils l'ont sorti, ils l'ont mis au ministère de la Santé. Et maintenant, depuis plusieurs années maintenant, il y a dans chaque région un ministre ou une ministre du bien-être animal. Donc c'est un ministère séparé qui a un cabinet, un budget, des comptes à rendre à la société sur alors qu'est-ce que vous faites. Ils ont sorti un code wallon il y a quelques années, code wallon du bien-être animal, permis de détention pour les chats et les chiens, stérilisation obligatoire des chats de compagnie pour faire baisser le nombre de chats abandonnés. La mesure pourra être levée si on arrive à un équilibre entre les gens qui ont des chats et les chats qui ont besoin d'une famille. Fin des cétacés dans les delphinariums, interdiction du gavage en Flandre, bon, tout un tas de mesures qui, vues de France, sont un peu comme de la science-fiction, alors que c'est juste à côté, c'est un pays où on parle français, c'est notre culture, et c'est très encourageant parce que je trouve que, voilà, selon les équilibres politiques, on voit que il manquerait pas grand-chose pour que il y a tout un tas de formations politiques sur lesquelles le monde agricole a beaucoup moins de prise que sur d'autres qui sont et voilà, on n'est pas passé loin. Hein. Il y a eu des législatives en juin dernier. Voilà, si le président avait nommé un gouvernement différent en s'appuyant sur LFP. le parti qui avait obtenu le plus de voix sur le papier, Ouais. eh ben peut-être qu'on n'aurait pas la loi du plomb aujourd'hui, peut-être qu'on aurait un ministère de l'Agriculture différent, peut-être qu'on aurait, je dis n'importe quoi, on aurait Marine Tondelier enfin bref, vous voyez, et donc bon, ça peut arriver un jour. Bien d'espoir. À propos de L214, quelle est pour vous la plus grande victoire à ce jour à la suite d'une enquête? Ah oui. Alors nous, on parle jamais de victoire, on parle plutôt d'avancée. Ouais. La victoire, c'est quand le dernier abattoir sera fermé. 80% des poules françaises étaient élevées en cage en 2008 quand on a commencé. Aujourd'hui, on est à 23%. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs choses. Déjà, il y a eu une mention du mode d'élevage sur les emballages. Loi européenne, obligatoire. Œufs de poule élevés en... Ah, bah oui, alors comment vivent les animaux? Élevés en cage, élevés au sol, élevés en plein air, élevés au plein air bio. Vous avez sûrement déjà vu ça sur les boîtes, c'est écrit. Quand c'est en plein air, c'est écrit en super grand. C'est valorisant. Quand c'est élevé en cage, faut chercher l'info. C'est sous la boîte, c'est une police de 6, ok, mais quand même. C'est obligé de le mettre, et il y a des codes sur les coquilles qui indiquent aussi, qui rappellent. Voilà, si vous voyez sur un marché un petit panier avec de la paille et des œufs dedans, regardez quand même le code. Ouais. 0 c'est bio. 0 plein air bio, 1 plein air, 2 au sol. Donc ça, c'est un type d'élevage qui est pas très répandu en France, mais c'est un élevage en bâtiment, mais au sol. Les poules sont par terre, elles sont 9 par mètre carré. Et en cage. Donc là, en cage, c'est en bâtiment, dans des cages, superposées.
avec la nourriture qui est amenée par des tapis roulants, les cages qui sont en pente, des œufs qui roulent tout seuls, les tapis roulants qui récupèrent les œufs. Enfin, tout est automatisé. L'éleveur qui rentre quasiment jamais à l'intérieur. De toute façon, ça sent trop mauvais. Il a des machines à l'extérieur pour la température, l'eau, la ventilation, tout ça, c'est tout. C'est une espèce de machine dans laquelle il y a des poules qui sont enfermées, une usine à œufs, quoi. Ouais. Et ça, c'est 23%. Et aussi parce que des associations comme la nôtre, mais pas seulement, il y en a d'autres aussi qui ont été actifs sur ce sujet, d'amener des acteurs de la grande distribution à s'engager à ne plus vendre d'œufs de poule en cage dans les rayons frais. Et les premiers qu'on a convaincus, avec lesquels on a pu travailler, c'est Monoprix. Donc eux, ils ont arrêté en 2008. Et puis après, il y a eu tous les autres, Système U, Carrefour et tout, qui sont tous engagés pour la 2025 et certains en 2026, je crois. Certains ont arrêté encore là en 2024. Et puis il y a une évolution aussi des pratiques de consommation, sans doute, des actes d'achat, des consommateurs qui souvent, quand ils ont l'info, on voit, enfin que personne n'achète exprès des produits où les animaux ont souffert en disant enfin voilà, quand on a les infos élevées en cage, voilà, souvent les gens font les bons choix. Et donc il y a eu une orientation, une réorientation de toute cette industrie de l'œuf, là en une dizaine d'années, vers des systèmes plutôt alternatifs. Et ça, pour nous, c'est important puisque du coup, ça a changé la vie là on parle de 42-43 millions d'oiseaux chaque année, dont la vie a été enfin, ce ne sont pas les mêmes oiseaux, mais qui vivent dans des conditions de vie différentes chaque année du fait de cette évolution. Donc c'est possible, on peut le faire et on peut aller plus loin. Voilà. Pour un peu plus de philosophie, est-ce que tu as une citation préférée liée à l'écologie et la biodiversité que tu aimes bien et que tu as envie de partager? Alors j'y ai pensé. Et il y en a une que je sors toujours, c'est un peu un classique chez les animalistes, c'est la citation d'un philosophe anglais qui s'appelle Jeremy Bentham, du XVIIIe siècle, et qui réfléchissait dans un bouquin à la notion de droit universel. C'est un bouquin qui date de 1789. Okay. Donc nous, c'est la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et tout ça. Et lui, il est de l'autre côté de la Manche. C'est une monarchie conditionnelle, c'est différent, mais il regarde ça avec intérêt. Et à un moment donné, il se demande si dans le futur, vu que les Français, là, ils ont accordé des droits universels à tous les citoyens, est-ce que dans le futur, on n'accorderait pas aussi des droits aux animaux, je sais pas, dans 200 ou 300 ans? Parce que, dit-il, la question qu'il faut se poser à leur sujet, c'est la même, en fait. C'est pas peuvent-ils parler, ni peuvent-ils raisonner, mais peuvent-ils souffrir? Et si un individu peut souffrir, pour Bentham, qu'il soit humain ou non, nous avons une responsabilité dans les relations que nous entretenons avec cet individu, humain ou non. Donc je trouve que c'est une belle citation. Et si je peux en placer une autre, qui est pas du tout d'un animalisme, mais qui est de Nelson Mandela, mais que j'aime bien, parce qu'il a écrit un jour « Être libre soi-même, c'est vivre d'une manière qui renforce la liberté des autres. » Et les autres, ça peut être au sens large. Justement, à propos d'auteurs, est-ce que tu as des ouvrages, des documentaires, des livres à conseiller qui permettent d'ouvrir les yeux sur la condition animale notamment? Oui, là, c'est en fait ce qui serait difficile, c'est d'en choisir juste un. Après, tu peux en dire plusieurs. Oui. Ouais. Alors, il y a un livre que j'aime bien, un tout petit livre, qui s'appelle L'égalité animale expliquée aux humains, qui est d'un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer, qui a écrit il y a 50 ans, cette année, un livre qui est très important dans le milieu de la protection animale, qui s'appelle La libération animale. Et c'est un philosophe australien, il a 80 ans, il est toujours vivant, il est en France en ce moment, parce qu'il y a tout un tas d'événements dans tout un tas de pays autour des 50 ans de son livre, La libération animale. Donc celui-là, c'est vraiment un très bon livre, encore d'actualité. Et puis un tout petit livre, L'égalité animale expliquée aux humains, c'est en fait une transcription d'une conférence qu'il a fait, donc c'est un peu comme un TED Talk, quoi. Et en version écrite, ça se lit super vite. Et il y a vraiment tous les fondamentaux de l'éthique animale, donc ça c'est un livre que je pourrais recommander. Il y a si vous aimez bien la BD et les toons, il y a une autrice
végane, animaliste, que moi je trouve savoureuse, qui s'appelle Insolente Veggie, et qui fait aussi des livres aux éditions La Plage et qu'on peut suivre sur Insta. Donc Insolente Veggie, c'est génial. Et puis un podcast, Poule Sentimentale. Ah oui, c'est Donc podcast qui est super accessible, hein. C'est des discussions avec des gens qui sont engagés dans la cause animale. Ok. Donc il y a des photographes, il y a des responsables de refuges, il y a des influenceurs culinaires, il y a tout un tas de trucs. C'est super. Intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être poser la dernière question. Est-ce que est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans le militantisme, on va dire écolo, ou même dans la cause animale? Ouais. Alors peut-être même 2. Ouais. Euh, Oui, c'est toujours comme ça, vous avez vu, hein. Le premier, ce serait de pas être trop exigeant avec soi-même. Par exemple, de pas se dire, ah, mais il faut absolument que je sois végane à 100%, il faut que je jette mes chaussures en cuir, etc. D'y aller vraiment doucement. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose. Si vous n'êtes pas végane, c'est vraiment pas grave. Si vous l'êtes, c'est bien, hein. Mais si vous l'êtes pas, c'est vraiment pas grave. Il y a des gens qui disent, mais moi, je pourrais jamais être végane, parce que j'aime trop le fromage et tout ça. Mais gardez le fromage, c'est pas un souci. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez arrêter? Faut arrêter le foie gras, ça, c'est bien. Le poulet, faites ce que vous pouvez. Mais bon, on n'est pas dans une religion, on s'en fout des définitions, végane, pas végane, on s'en fout. Faisons des trucs et essayons de faire avancer le truc. Et peut-être le deuxième, c'est de jamais craindre ou jamais avoir honte d'être soi-même engagé ou d'être soi-même sensible ou d'avoir un cœur pour les animaux, d'être révolté d'avoir de la considération pour les autres, d'être touché par des injustices. C'est au contraire. Porter ça comme un étendard. Intéressant, très intéressant. Et juste petite dernière, quel invité vous aimeriez voir sur Salade Adverse pour un prochain épisode? On va passer la balle. Ouais. Si vous pouvez, si elle est libre, je pense à quelqu'un qui s'appelle Caroline Dubois, qui est responsable en Sarthe, donc à la campagne, d'un de ces lieux qui sont, comme on disait tout à l'heure, une espèce d'avant-poste de l'histoire où on noue des relations différentes avec les animaux. Donc c'est un refuge pour animaux de ferme. Ah ok. Et ils font des journées portes ouvertes et ils ont toute une attention particulière à essayer de nouer des relations avec ces animaux qui soient les plus attentifs possibles à leurs besoins, à leur personnalité. Et c'est vraiment une sorte de petite île au milieu d'un terroir d'élevage où les animaux, à l'intérieur de cette petite clôture, ne sont plus des biens de consommation, mais sont des êtres à part entière. Merci beaucoup. Caroline Dubois. Ok. Je note dans ma liste, dans notre liste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est trop gentil. Et puis on met bien sûr les liens de votre site, de votre asso en description. S'il y a d'autres choses que vous voulez communiquer, n'hésitez pas. La campagne qui va sortir aussi le rapport. Ouais. Donc restez à l'écoute de ce qui va se passer. Et en tout cas, je remercie aussi Raphaël. Merci à toi, c'était super intéressant. Ouais. Très heureux de pouvoir t'accompagner sur cet épisode. Ouais. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et puis restez connectés pour les nouveaux épisodes de Salade Verte. En tout cas, merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt.